Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication de notre outil Stress V2. Stress qui est donc un outil qui va permettre aux équipes de parler de leur gestion du stress, charge de travail, en équipe sans amener aucune réponse. Le but du jeu étant d'épuiser les cartes sans épuiser l'équipe. Nous avons créé cette version 2 de manière à amener un certain nombre de corrections à la V1. Premièrement, déjà une petite échelle sur chacune des cartes rôles qui va nous permettre de suivre les points en temps réel pour chaque joueur et non plus à l'extérieur. Nous avons revu un certain nombre de règles et notamment éclairci des points de règles dans la notice et nous en avons profité pour retravailler complètement notre univers graphique avec des couleurs assez flashy et des images qui ont été entièrement refaites lors de notre campagne de financement participatif sur Ulule. Le principe, c'est donc, comme le dit le jeu, c'est d'épuiser les cartes sans épuiser notre équipe. Chaque joueur va se voir remettre une carte rôle qui va indiquer à la fois le niveau de stress maximum que ce rôle peut encaisser, le titre du rôle bien sûr, et une liste de choses que le joueur peut faire ou ne peut pas faire lors de la partie lorsqu'il a ce rôle-là. On a également dans notre V2 ajouté une échelle de points qui permet pour les joueurs qui sont peu expérimentés d'ajouter un trombone qui permet d'indiquer le niveau de stress actuellement subi par notre joueur. Et donc, au fur et à mesure du jeu, les cartes vont permettre d'augmenter ou de diminuer le stress du joueur ou de toute la table. Le but étant qu'à la fin de son tour, un joueur ne soit jamais au-dessus de son niveau max de stress. Et donc, comment ça fonctionne ? Tout simplement, on va avoir des cartes, là je vous présente des cartes récurrentes qui sont les cartes actions, qui vont indiquer en haut à gauche le stress appliqué par cette carte à l'employé qui la joue devant lui, et en haut à droite, le stress appliqué par cette carte au manager ou chef de projet qui la joue devant lui. Vous remarquerez que pour la mise en place, j'ai sorti toutes les cartes bleues du jeu, sauf deux cartes qui sont des cartes avec un sens interdit en haut à gauche, qui sont des cartes qui ne peuvent pas être jouées par les employés. Les autres cartes, on les met de côté, on les remélangera aux cartes bleues une fois qu'on aura fini la mise en place. Chaque joueur se voit donc remettre au hasard un rôle parmi les 6 disponibles dans le jeu. Si on est moins de 6 à jouer, si on est plus de 6 à jouer, il est possible d'adapter le jeu avec plusieurs jeux de cartes si on en a à notre disposition pour plus de 6 joueurs, ou d'enlever un rôle et d'enlever des cartes du jeu de la même manière si on est moins de 6 joueurs. Tout est indiqué dans les règles du jeu. On va ensuite prendre les cartes récurrentes, donc les tâches qui sont faites au jour le jour par les rôles et avec lesquels ils vont commencer la partie. On commence rarement une semaine sans rien avoir dans notre to-do list. Et on va distribuer à chaque joueur 2 cartes bleues qui vont représenter sa charge de travail au moment où il commence la partie. Alors là, au niveau de la mise en place, nous avons de la chance car nos 2 cartes, la carte changement de spécification ici et la carte, encore un changement de spécification chez le manager, sont tombées chez notre corps managérial, donc notre manager et notre chef de projet. Ces 2 cartes, elles ont comme particularité de plus stresser un employé que quelqu'un du management. Et donc notre partie commence plutôt sous de bons auspices parce que ces cartes ne vont pas être à la pleine puissance de leur stress sur la table. On remarque ici que nous avons notre employé junior qui a 2 points de stress sur 5, notre employé expert qui a 2 points de stress sur 8,
Notre employé asocial, lui qui pour le coup, j'ai dit une bêtise, se retrouve à 3 points de stress sur 6 parce qu'il a une carte qui donne plus de stress aux employés qu'aux managers. On a notre chef de projet qui a donc 2 points de stress sur 9. Notre employé junior, notre deuxième employé junior qui a 2 points de stress ici sur 6. Et notre manager qui a 2 points de stress sur 10. Je m'en perds dans mes comptes. La partie peut donc commencer. Alors, au début de la partie, bien sûr, je propose à chaque joueur de lire sa carte et d'indiquer son niveau de stress max ainsi que les actions qu'il a le droit de faire ou de ne pas faire. Par exemple, pour vous donner les 4 exemples très significatifs. Bon, bien sûr, nos employés juniors, on a vu, il y en a 2 qui n'ont pas forcément le même niveau de stress qu'ils peuvent encaisser. Mais on a également notre manager qui, lui, lorsqu'il va avoir une carte bleue en main, peut la donner à n'importe quel autre joueur au moment où il la joue. Parce qu'il n'est pas obligé le manager, il peut distribuer les tâches à tout le monde. Il peut aussi, s'il pioche une action, redistribuer le stress, aller chercher une carte bleue chez un joueur et la poser chez un autre joueur. Notre chef de projet a la même capacité, il peut poser des cartes bleues chez n'importe qui, sauf chez son manager, et il peut aller chercher des cartes bleues et le remettre à n'importe qui, sauf chez son manager. Il ne peut pas donner du travail à son boss. On a notre employé asocial qui, lui, pour le coup, il est asocial, donc il y a des événements qui sont la sortie CE ou le déjeuner d'équipe auquel il n'a pas envie de participer. Et donc, il se refuse lui-même l'apport positif de déstress de ces 2 événements. Et on a notre employé expert qui, également, s'il a une carte redistribuer le stress en main, va pouvoir aller chercher une carte bleue chez un des autres employés, mais la prendre pour lui. Il est expert, il va aider un de ses collègues à se déstresser, à se décharger, parce que bien sûr le jeu considère que le stress est lié à la charge de travail. On n'est pas sur une vraie notion de il y a des choses qui sont plus stressantes ou pas que d'autres, on est sur une notion de charge de travail. On va ensuite donc mélanger toutes les autres cartes et distribuer 2 cartes à chaque joueur. Ces cartes sont distribuées face cachée et correspondent à la main de chaque joueur. Puis, en commençant généralement par le chef de projet, les joueurs vont maintenant jouer la partie. Le chef de projet a en main une soutenance appel d'offres, un retour de vacances. C'est le début de son tour, il pioche une carte complémentaire et il a une réunion hebdomadaire. Bon, le chef de projet, il est capable d'encaisser un petit peu de stress. Vous voyez, il est à 2 sur 9. Il va dire, allez, moi je vais participer aux soutenances appel d'offres à partir de maintenant. J'ai un niveau de stress de 5 sur 9. Je suis relativement sauvé. Notre employé junior, lui, se retrouve avec en main une anomalie de production, une date de livraison avancée et puis une carte redistribuer le stress. Bon, c'est un employé junior, il ne peut pas redistribuer le stress, il n'a pas envie d'avoir un impact tout de suite sur la partie. Ce qu'il va faire, c'est qu'il se défausse de la carte redistribuer le stress et il a fini son tour. Notre manager pioche également une carte et lui se retrouve également avec une redistribuer le stress qu'il pourra utiliser. Il a ensuite une participation au CODIR et un team building. Bon, notre manager, lui, il considère que, pareil, il peut participer aux réunions du CODIR. Il va y aller. Il se retrouve maintenant avec un total de stress de 5 sur 10. On va continuer un petit peu. Notre employé junior, à 5 points max, pioche des cartes et il a dans sa main une anomalie de production et une action redistribuer le stress. Bon, lui, il voit qu'il n'est pas trop stressé pour l'instant. Il a envie d'essayer d'évacuer le rouge de sa main tout de suite. Ce qu'il fait, c'est qu'il va jouer l'événement, anomalie de production. Et comme l'anomalie de production ne s'applique que pendant un tour, il applique une petite technique intéressante qui est qu'il la met en perpendiculaire devant sa main. Lorsque le tour reviendra à lui, toutes les cartes qui sont devant lui en perpendiculaire, il sait qu'il peut les défausser. Notre employé expert, on va terminer le premier tour. Notre employé expert a également une anomalie de production, un changement d'affectation et une reconnaissance. Et lui décide de jouer le changement d'affectation. Alors le changement d'affectation est assez intéressant parce que ce que ça fait, c'est qu'on va enlever une carte récurrente de la partie. Au choix, on enlève celle qu'on veut. Mais comme c'est une décision managériale qui a été prise sans prendre en compte l'avis des employés, ça stresse les employés de 1 pendant un tour.
Donc, notre employé expert, il joue cette carte. Il décide, avec ou sans l'accord de ses camarades, de supprimer une carte. Et puis, bon, il a envie de supprimer une carte qui a un fort impact. Il enlève la soutenance appel d'offres qui stresse de 3 le chef de projet et elle est supprimée de la partie. On ne la verra plus pour cette partie-ci. Notre employé junior asocial, lui, chose intéressante, il a un déjeuner d'équipe, il a une fête de famille et il a un retour de vacances. Bon, il fait partie des gens qui aiment bien organiser des choses, mais il n'y va pas. Donc, ce qu'il fait, notre employé junior asocial, c'est qu'il décide de jouer le déjeuner d'équipe. Ça ne s'applique pas à lui, donc il a toujours 3 points sur 6, mais par contre, tout le monde est déstressé de 1 pendant un tour. Ce qui fait qu'actuellement, nous avons notre chef de projet qui est à 1 point de stress sur les 9 qu'il peut encaisser. On a notre employé junior à 6 qui a 1 point de stress également sur les 6 qu'il peut encaisser. Notre manager qui lui se retrouve à 4 points de stress sur les 10 qu'il peut encaisser. Notre employé junior 5 qui lui se retrouve à 1 point sur les 5 qu'il peut encaisser, plus les deux là, donc il se retrouve à 3 points sur les 5 qu'il peut encaisser. Et notre employé expert qui se retrouve à 2 points sur les 8 qu'il peut encaisser. La partie continue. On va piocher à chaque tour, chacun va piocher une carte. Une fois qu'il n'y a plus de cartes à piocher, on se retrouve avec des cartes en main, on est obligé de les jouer. On va jouer absolument toutes les cartes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes à jouer ou que quelqu'un se retrouve en burn-out à la fin de son tour. Donc Camille, tu as vu les explications du jeu stress. Tu l'avais déjà joué une ou deux fois avec moi. Est-ce que tu as des questions sur Oui, j'en ai quelques-unes. Ouais. Déjà, l'histoire de Stress. Alors, Stress a été créé en 2016. Je l'ai créé avec Mathieu Salikov dans une expérience professionnelle passée. Et on l'a créé à l'origine pour la Société des Eaux de Marseille qui nous avait demandé de venir animer un séminaire cadre. On a animé ce séminaire autour du thème du stress. On l'a fait jouer là-bas je crois qu'il y avait une 40aine de personnes, donc on a fait jouer plusieurs tables en même temps. Quand on s'est rendu compte que ça plaisait bien, on en a parlé à l'époque à notre hiérarchie qui avait décidé d'en faire une édition qu'on a été présentée sur différents événements agiles tout au long de l'année 2016-2017. Et puis le jeu était né, l'animation était née et cet outil me suit depuis ce temps-là. D'accord. Et selon toi, en toutes ces animations, qu'est-ce qui leur plaît ? Alors ce qui plaît beaucoup, c'est qu'on n'est pas là pour donner de fausses vérités. En fait, on est juste là pour amener les gens à discuter entre eux. Je ne suis pas psychiatre, Mathieu n'est pas psychologue. On ne voulait pas entrer dans de faux dogmes ou des choses comme ça. Donc le fait de baser le stress sur la charge de travail, ça aide beaucoup les personnes à se projeter. Également, ils ont envie d'essayer de battre la mécanique, parce que la mécanique n'est pas si simple que ça à battre. Il y a à peu près, je dirais, 2/3 des premières parties qui sont gagnées. Ça fait quand même un beau pourcentage d'échecs à la première partie. Et puis, ça parle à tout le monde. Le gros avantage, c'est que tout le monde comprend ce qu'il y a dans le jeu, quoi. D'accord. Et pour toi, quand est-ce que tu peux le proposer ? À tout moment. Alors, on m'appelle souvent pour le proposer auprès d'équipes qui sont déjà dans une situation qui ont du mal à gérer. Mais on peut le proposer à tout moment à une équipe. L'important, c'est de le proposer à une équipe, des gens qui travaillent ensemble, de manière à ce qu'ils puissent discuter de situations qu'ils rencontrent et que le jeu a aidé peut-être à mettre en exergue ou à sortir de leur cadre. D'accord. Et en général, quand tu fais une animation, ça dure combien de temps ? L'animation, il faut facilement compter 1h30, 2 heures en fonction des équipes. C'est un gros boulot. C'est un gros boulot surtout d'animation de la part du facilitateur, dans la mesure où il faut être attentif du début à la fin. Il faut déjà s'assurer que les gens ont bien compris les règles, qu'ils les respectent. Parce que sans vouloir tricher, les gens, c'est un jeu qui a un certain nombre de règles, et ils peuvent omettre certains aspects, mais également il faut être attentif aux interactions entre les personnes. Et c'est pour cela que la plupart du temps, lorsqu'il est animé par des personnes qui sont novices en animation, on a tendance à fournir un petit livret de notes à prendre. Est-ce que vous avez vu tel comportement? Est-ce que vous avez vu tel comportement? De manière à aller orienter le débrief après. D'accord. Donc en parlant de débrief, est-ce que tu aurais des exemples ?
Oui, alors le plus flagrant, c'est tout simplement que ça amène les gens à discuter, mais surtout à mettre en avant leur charge de travail. La plupart du temps, les équipes nous disent, mais en fait, ce que le jeu permet, c'est de vraiment montrer quelle charge de travail j'ai à tout moment. Et quand on leur demande, mais du fait, vous en parlez au jour le jour, vous dites ce que vous faites à vos coéquipiers, à vos collègues, on se rend compte que non, ils n'ont soit aucune cérémonie, aucune réunion qui leur permette de mettre en avant leur charge de travail ou de discuter de leur charge de travail, mais également ils n'ont aucun outil qui leur permet de suivre cette charge de travail, où ils en sont, et on se retrouve souvent, il y a souvent des équipes qui viennent, qui viennent nous annoncer, en fait, moi il y a des fois j'ai rien à faire et je vois bien que les autres sont surchargés, mais je ne sais pas quoi faire, et inversement, moi j'ai toujours plein de choses à faire et on en rajoute toujours plein dans ma banette. Donc ça, c'est un des gros éléments de débrief. Les autres éléments vont être autour de se rendre compte que certaines personnes sont capables de donner du travail aux autres sans considération, et d'essayer de faire en sorte que ce ne soit pas toujours le cas. Et puis, principalement, le jeu les aide à se rendre compte de situations dans lesquelles ils ont déjà été. Et à ce moment-là, on va plus orienter le débrief vers peut-être une micro-rétrospective de cette situation qu'ils ont vécue à un moment donné, et pourquoi vous auriez aimé qu'elle ne se passe pas comme ça, qu'est-ce que vous aimeriez faire la prochaine fois où elle se présentera. Donc c'est ça qui te permet de passer du jeu à la réalité. Exactement. Une dernière question. Moi, admettons, je suis animateur de cet atelier. Si j'y arrive pas tout seul, qu'est-ce que je peux faire ? Le plus simple, c'est de nous appeler. Au sein du GAG chez Nextoo, on est quand même un certain nombre de personnes qui savons animer le jeu. Ensuite, on a mis en place, au niveau des règles du jeu, il y a un petit QR code qui est scannable et qui permet d'arriver à la page de présentation du jeu en ligne. Et très prochainement, sur notre site Hacker Humain au cœur, avec soit une interaction directe avec un coach dans le cadre de la coach clinique, soit directement une fiche d'animation de l'outil et des astuces complémentaires par rapport aux règles. D'accord, c'est parfait, merci beaucoup. Je t'en prie.